extrait. Agnès Olivier. J'aurais une question à poser à Maître Chani. Je suis surprise, non, mais je trouve que, étant donné que Israël pense que son existence est menacée, qu'en est-il de tous les efforts qui ont été réalisés, notamment en matière culturelle, de recherche archéologique, des efforts également en matière d'éducation qui ont été faits ces dernières années. D'autre part, depuis le 6 décembre 2017 et le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, on parle beaucoup de la solution à deux États qui serait donc au point mort. On parle même de son décès. Alors, des conférences ont eu lieu, donc, notamment en 2019 à Rabat, la conférence internationale sur la question de la Palestine. Effectivement, donc, une question a été posée, peut-être même une demande, c'est une présence permanente de l'UNESCO à Jérusalem. D'autre part, Israël avait dit que la présence notamment palestinienne du Hamas donc, ne pouvait pas aller à cette conférence parce qu'il n'avait pas voulu délivrer l'autorisation de sortie donc, des invités de Gaza. Ça pose problème, notamment la reconnaissance à l'autorité palestinienne, mais ça, qui n'a pas sa pleine souveraineté. Vous avez posé plusieurs questions en même temps, si j'ose dire, parce que la question des recherches archéologiques ou la question culturelle, etc., ça concerne... Moi, je le mettrais sous le titre de la recherche mondiale, de la recherche universelle, parce que ça n'appartient à personne. C'est-à-dire, vous avez une question historique, vous allez faire des recherches. Moi, je distingue deux types de recherche. La recherche qui a pour but de donner de la légitimité et de l'antériorité sur ce territoire à l'État d'Israël. Et vous avez la recherche scientifique classique où l'on cherche je dirais l'origine du premier chrétien dans la région, ou la présence musulmane, ou la présence juive, le temple de Salomon, etc. Vous pouvez tout chercher. C'est une recherche scientifique, comme quand on a cherché les traces comment s'appelle de l'arche de Noé sur la montagne d'Ararat. On peut toujours faire des recherches de ce type-là, on peut imaginer à tel ou à tel endroit. Moi, la recherche scientifique, j'y suis toujours pour. Mais quand on fait de ce qu'on appelle de la recherche dirigée, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que vous voulez prouver, par la force de la science, comme quoi telle population a été à tel endroit. C'est comme l'histoire ou la petite boutade, si j'ose dire, qu'on raconte Netanyahou. Netanyahou a sorti une bague, il a dit, voilà, j'ai trouvé cette bague, elle s'appelle Netanyahou, elle appartenait à Netanyahou. Ça veut dire que ça appartient à mon grand-père, elle se trouvait ici. Mais en réalité, Netanyahou, ce n'est pas son vrai nom. Il s'attribue quelque chose qui ne lui appartient pas. Il s'attribue une histoire qui n'est pas la sienne. Il s'attribue même un nom qui n'est pas le sien. Pour dire, regardez-moi, c'est mon arrière-grand-père qui était là. Mais en réalité, lui-même, il ne s'appelle pas Netanyahou. Il s'est donné Netanyahou comme nom pour être sur ce territoire-là. Et là, vous pouvez dire, c'est de la recherche. Oui, je veux bien de la recherche, oui. C'est une recherche dirigée. Il trouve une balle, elle appartient à Netanyahou, il dit, ça doit être mon arrière-grand-père. Mais toi, tu ne t'appelles pas Netanyahou, mon grand. Et par rapport à la solution des deux États, vous avez utilisé le terme d'essai. Je ne peux qu'acquiescer. Au grand désespoir de l'autorité palestinienne, je le dis sous l'égide de son représentant, il ne peut plus y avoir de deux États. C'est juste démographiquement, politiquement, matériellement impossible.
Alors, si vous me demandez à moi quel serait l'avenir, j'aurais une idée. Elle marche ou elle ne marche pas. C'est, encore une fois, ça mériterait une réflexion, ça mériterait une réflexion pour tout le monde, mais parfois, on peut y aboutir, comme tout ce qui se passe dans cette région-là, par la force des choses, pour ne pas dire par la force tout court. C'est-à-dire la disparition d'une idéologie et le remplacement de cette idéologie par une entité qui sort de l'idéologie, qui devient l'équivalent de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est pour cela que Netanyahou, à l'époque où il était Premier ministre, il disait, utilisez n'importe quel terme, n'utilisez pas le terme apartheid. Il détestait ce terme-là. Et quand je dis il détestait, pour ne pas dire, il haïssait totalement ce terme-là. Parce que, en réalité, le terme apartheid, pour lui, c'est la fin, in fine, de l'idéologie sioniste pour la remplacer par un nouveau système, c'est-à-dire qui abolirait le sionisme comme religion politique de l'État, parce qu'en réalité, la religion, c'est pas la religion juive qui se veut pour l'État d'Israël. On utilise la religion comme prétexte. Mais en réalité, la religion, c'est la religion sioniste qui prend le dessus. Et si le sionisme disparaissait, il ne peut plus avoir de surpuissance juive par rapport aux autres, parce qu'à ce moment-là, tout le monde devient citoyen, ou devient vrai citoyen. Et c'est dans mon esprit à moi, le nouvel État qui aura lieu, ou qui aurait lieu, encore une fois, dans mon imaginaire, mais mon imaginaire n'est pas si absurde que cela, après cette confrontation qui devient, à mon sens, inévitable. Encore une fois, demain, après-demain, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est une question de temps, ce n'est plus une question de moyens, ce n'est plus une question de perspective, parce qu'il n'y en a plus d'autres. Ce nouvel État, ou cette nouvelle perspective, aboutira à une seule chose, c'est la création d'un nouvel État où l'ensemble des citoyens seront des citoyens de ce nouvel État qui ne regarde plus la religion et qui procéderait comme Mandela par rapport aux Afrikaners, c'est-à-dire on va faire des jugements par rapport à des personnes, par rapport à des organisations, mais on ne va pas les mettre en prison, on ne va pas les liquider, etc. etc. C'est-à-dire c'est un nouveau monde dans cette zone qui ressemble à ce qui s'est passé en Afrique du Sud après la disparition de l'apartheid. Les Palestiniens reprendraient leur rôle, puisque, à mon sens, il y aura un travail sur 2 choses. Un, c'est qui seront les citoyens, c'est-à-dire il y aura un travail sur un code de nationalité, si j'ose dire, et une notion de citoyenneté. Qui est le citoyen et qui est le national? Parce que vous ne pouvez pas continuer d'accorder votre nationalité sur la base de votre religion. Tous les juifs du monde doivent débarquer, et à ce moment-là, on aura une surpopulation juive dans une même zone, et qui va occuper en réalité de plus en plus des territoires qui n'appartiennent pas à ces gens-là, pour arriver à l'absurdité qu'un Palestinien, entre guillemets de souche, voit sa maison occupée par un Ukrainien juif, et il lui dit, écoutez, c'est ma maison, il lui dit, je m'en fous. Et il lui dit, mais comment je peux la récupérer? Il lui dit, tu me l'achètes. Alors, c'est l'extrême absurdité. Il n'empêche que c'est une réalité actuelle. Et c'est la raison pour laquelle il y aura nécessairement un travail sur la citoyenneté et sur la nationalité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de citoyens parce que vous êtes juif, et il n'y aura pas de citoyens non plus du côté palestinien parce que vous êtes chrétien ou parce que vous êtes musulman. Il y aura une citoyenneté des gens sur la base légale qui vont être définis tôt ou tard, de toute façon nécessairement établie, parce qu'on n'a pas le choix. Et cette solution-là abolirait la question des 2 États parce que les Nations Unies n'ont pas pu l'imposer, puisque les Nations Unies, moi j'ai rejoint le général de Gaulle quand il dit c'est un machin, évidemment c'est un machin, parce que quand on prend des décisions on n'en fait rien, à ce moment-là, on est un machin. Et là, on a un gros machin, qui continue de dire, comme vous regardez voir Gutiérrez, il dit, il voit la guerre, etc., au lieu d'anticiper, il a laissé d'abord les Américains, les Français, tout le monde, alors que lui, il aurait dû être le premier en Ukraine, avant que la guerre n'éclate. Parce que c'est ça le rôle de l'ONU. Et là, on attend que la guerre éclate, donc finalement, je viens pour envoyer des forces d'intervention. C'est trop tard maintenant. Et là, pour la Russie, pour le Moyen-Orient, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a un principe qui a été adopté en disant le rapport de force s'imposait par le passé, ben non, on va le rétablir, on va établir un autre rapport de force qui est équilibré à l'ancien.
Et nous sommes dans ce rapport qui créerait une situation de terreur réciproque. Et c'est ça qui va aboutir à une nouvelle étape dans la région, c'est-à-dire soit une guerre qui aboutirait à la chute, mais moi j'appelle ça de l'implosion de l'entité sioniste, parce que, encore une fois, je ne dis pas l'État d'Israël ou la disparition de Juifs comme ce qui a été inventé par Ben Gurion en disant ils veulent jeter les Juifs dans la mer, alors que en attribuant cette phrase à Nasser, alors que Nasser ne l'a jamais présenté, mais en réalité c'est Ben Gurion lui-même qui a dit cette phrase, il a dit ils veulent jeter les Juifs à la mer, et à ce moment-là on a dit c'est Nasser qui l'a dit. Et nous sommes dans la situation actuelle où il y a une nouvelle modification qui va se passer sur le plan stratégique dans les prochaines années, et évidemment ça modifiera nécessairement tout le regard qu'on a, et bien entendu tous les éléments d'aujourd'hui vont être tout simplement à modifier, et aujourd'hui nous traversons une période qui va être nécessairement éphémère. Très bien, merci beaucoup. Noura Touche, vous avez dit que le sionisme était une religion, mais je pense que c'est pas une religion, mais plutôt une sur-religion. Et là, on en revient au droit international. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de primauté du droit international, comme il pourrait y avoir une primauté du droit européen. Et ma question, c'était, comme vous êtes avocat, forcément, je vous pose une question juridique. Comment on peut concevoir, quand est-ce qu'on prendra les choses en main au niveau international pour faire régner le droit et montrer que Israël n'est pas un État de droit puisqu'il ne respecte pas du tout le droit international, et que si dans le monde ça ne se passe pas bien, c'est justement parce qu'on a commencé à pas respecter le droit international après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Eichmann a été extradé en Israël alors qu'il aurait dû être jugé par un tribunal international. Et là, on violait le droit international. Et comme tous les autres États se sentaient coupables de ce qui s'était passé pendant la guerre, personne n'a rien dit, on a laissé faire. Ça a fait un peu comme Munich. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Donc, c'est ma question, c'est la primauté du droit international, c'est vraiment important. Oui, Awad Mohamed Larbi, je suis de l'Académie géopolitique de Paris. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est un rappel. C'était Bourguiba, Habib Bourguiba, le président de la Tunisie, en visite à Ariha, Jéricho, le 3 mars 1965. Et c'est là où il a proposé aux Palestiniens d'accepter les directives des Nations Unies pour faire 2 États. Mais les Palestiniens et le monde arabe d'une manière générale étaient opposés au moment où sa visite même était critiquée ici et là. Il est devenu prêtre. Mais pour sortir de cet engrenage, on est toujours au statu quo. Très bien. Il y a une autre question au fond? Ma question est pour Monsieur Platov. Je suis un petit peu la politique internationale. Je sais que les relations de la Russie et d'Israël sont très bonnes. Vous respectez toutes les nations d'ailleurs, et je vous en félicite. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez un très grand nombre de Russes de religion juive dans la Fédération de Russie? Et est-ce que cette population est bien adaptée, comme les autres citoyens russes, à ce qui se passe en Russie? Très bien. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, beaucoup moins aujourd'hui qu'à l'époque soviétique, parce qu'il y a eu une émigration très importante, ce qui est d'ailleurs aussi quelque part un atout pour la Russie, le fait de cette présence de juifs russes, de juifs ukrainiens, mais bon, on parlera des juifs russes en Israël, qui souvent font l'aller-retour, d'ailleurs en tout cas qui faisaient souvent l'aller-retour Russie. Moi je connais des cas personnels comme ça à l'époque de la fin de l'URSS, beaucoup
c'était précipité, pour certains pour émigrer, puis en tout cas ceux que je connais ont dit que finalement ils ont trouvé Israël un peu provincial, ou sont rentrés à Moscou, en tout cas qui vivent entre les deux pays. Ça c'est, je connais des cas comme ça, oui, oui. Donc ben, il y a beaucoup moins aujourd'hui en Russie, je pense, c'est bien que le judaïsme comme religion, en tout cas, fait partie des 3 religions traditionnelles officiellement reconnues par l'État russe, des 4 religions, pardon, avec le bouddhisme, l'orthodoxie russe, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Merci. Merci, beaucoup. monsieur. Merci, Maître Chami. Une réponse courte, si vous voulez. Oui, alors, vous concernant, je vous dis simplement, est-ce que vous pensez objectivement que la solution de 2 États, même sur le plan international, est une solution viable? Comme Bourguiba ou d'autres, même maintenant, ils parlent de cette solution-là, c'est une solution qui n'est pas viable, pour une raison simple. Et je vous invite juste à lire le livre de Théodore Herzl. Je l'ai lu. D'accord. Et bien, quand vous le lisez, vous comprenez qu'il n'y a pas de frontière. Pour lui, il n'y a pas de frontière. C'est l'extension. Il parle de transplantation, c'est le terme utilisé dans son livre. Transplantation, transplanter, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place à autres à ceux qu'on a transplantés. Transplanter, ça veut dire déraciner des gens. C'est grave ce qui est dit dans ce livre-là, mais personne n'en prend de la portée. Ne comprend même les intentions qui sont derrière. Transplanter, ça veut dire arracher quelqu'un, déraciner quelqu'un pour le remettre ailleurs. Moi qui travaille de temps en temps dans mon jardin, transplanter, ça veut dire je cherche quelque chose quelque part et je le remets à un autre endroit. Mais vous faites de la transplantation dans le sens inverse, c'est-à-dire vous prenez les Palestiniens, vous les déracinez, vous les mettez au Liban, vous les mettez en Syrie, vous les mettez en Jordanie, vous les mettez ailleurs. C'est quelque chose de grave sur le plan humain d'abord. Comment vous pouvez bâtir un État sur le plan de drame à caractère multiple, et aussi bien du côté juif que du côté palestinien? Parce que transplanter en disant je vous prends quelque chose, ça veut dire je vous ai déraciné, ou je vous ai arraché à votre culture, je vous ai arraché à votre histoire, à votre famille, même à vos tombes, etc., pour vous remettre ailleurs. Vous recréez un autre État pour vous réadapter à autre chose. D'ailleurs, on voit les effets aujourd'hui, y compris en Israël. Il y a un problème d'homogénéité dans la société. Aujourd'hui, l'État-nation en Israël n'existe pas. Et c'est l'un des motifs d'implosion interne qui menace cet État, et on parle de la menace existentielle dont j'ai parlé il y a quelques instants. Et il y a également des motifs intrinsèques. Alors, pour répondre à madame, je répondrai, puisque votre question est double. D'abord, je n'ai pas dit que le sionisme est une religion. J'ai dit que c'est une religion d'État. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on a donné à cet État une idéologie qui a, je dirais, le niveau d'une religion, en se référant par une espèce de fil conducteur, en disant, puisque c'est des juifs. Mais en réalité, c'est le sionisme, ce n'est pas le juif. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, les juifs autochtones n'étaient pas d'accord avec le sionisme. Ils ont été boycottés, sanctionnés pendant des années. Et ça, tout le monde l'oublie. À l'intérieur d'Israël, les Haredim, c'est-à-dire les juifs religieux, ils ont 2 oppositions. Ils ont opposition, d'abord, ils ont l'opposition à l'État d'Israël, parce que pour eux, ce n'est pas leur État, ce n'est pas la terre promise, parce que c'est ça la question. On les ramène vers la terre promise. Eux, ils ne reconnaissent pas en l'État d'Israël comme étant la terre promise. Alors que l'idéologie dit, non, c'est votre terre promise. Cette terre promise n'est pas, même pas dans leur intellect, même pas dans leur esprit, même pas dans leur réflexion purement religieuse. Raison pour laquelle ils refusent de servir dans l'armée israélienne. Et il y a une opposition tous les jours devant la Cour suprême en Israël concernant l'acceptation ou pas de servir dans l'armée israélienne. Ça, c'est quand même, quand je parlais tout à l'heure de la citoyenneté et de la nationalité, comment vous pouvez, en tant que citoyen d'un État où il y a le régime des services militaires de 3 ans, et vous dites, moi je suis religieux, je refuse, et mettez-moi en prison, je m'en fiche, mais je n'irai pas. Et c'est même pas une objection de conscience. C'est un refus idéologique par rapport au service, parce qu'il y a un refus de reconnaissance de cet État comme étant le lieu
où le juif s'exprime. C'est-à-dire le juif en tant que concept. Je ne parle pas du juif en tant que personne. Nous sommes donc devant quelque chose de fondamentalement important par rapport à cette situation. Je rajouterai juste un terme, un mot, et j'en aurai terminé. Quand on veut construire un pays, il faut créer d'abord une espèce d'amalgame de citoyens qui ont quelque chose de commun. Pour créer ce qu'on appelle un État-nation. C'est-à-dire un ciment. Ce ciment n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis que cet État ne peut pas continuer pour également, en plus de ce que j'appelle les raisons géopolitiques, géostratégiques, tout ce que vous voulez, il y a des questions intrinsèques que je ne peux pas aborder. Il faudrait peut-être qu'on ait une conférence de 3 heures pour en parler. Il y a des raisons intrinsèques à la société. Le racisme interne, le refus du fait religieux, l'opposition au quotidien entre hommes et femmes par rapport même à leur place dans le bus. Il faut quand même réaliser ça. On a inventé des bus pour les religieux. Comment vous pouvez faire ça, mis à part dans un régime d'apartheid? Et c'est la raison pour laquelle Netanyahou avait tout à fait raison de dire ne me parlez pas d'apartheid, parce que le mot apartheid, celui qui rappelle une seule chose, c'est la chute d'un régime au bout du compte. C'est-à-dire la disparition non plus des juifs, parce qu'il ne veut pas leur dire vous allez disparaître, on doit vous jeter à la mer. Mais c'est l'idéologie qui va disparaître, qui est le pendant de l'idéologie de l'apartheid, c'est-à-dire la discrimination. La discrimination interne, à l'intérieur de la société. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les Falachas, les juifs africains, sont détestés, sont discriminés, on leur interdit de faire des dons de sang, on ne reçoit pas leurs enfants dans les mêmes écoles, etc. etc. Où est le ciment de cette nation? Et qui en parle ici en Occident? Très peu de gens, pour ne pas dire personne. Alors que c'est cela qui représente les failles de ce régime. J'utilise toujours le terme, le régime sioniste, non pas pour des raisons idéologiques, non, parce que c'est la religion de l'État, et non pas la religion juive. La religion juive est utilisée comme prétexte. Merci. Voilà. Merci beaucoup.